Je réponds avançant la pierre et je vous explique pourquoi connaître ce qui se passe au Venezuela est d'une importance vitale pour la France. En fait, moi, j'ai vu émerger Hugo Chavez au début des années 2000, pareil comme tout le monde, sur Dailymotion, sur Internet. J'ai découvert ce qu'il faisait, ses discours, etc. J'étais assez, je dirais, fasciné par le personnage, qui avait un certain charisme quand même, qui défendait son pays. Chavez, c'était un nationaliste, mais nationaliste à la sud-américaine, c'est-à-dire un nationalisme teinté de socialisme. Si tu poses la question à un Vénézuélien, soit chaviste ou de l'opposition, il reconnaîtra que Chavez avait du charisme et un talent remarquable d'orateur. Mais il a aussi construit une partie de sa force politique en canalisant et en exploitant le mécontentement social et les ressentiments présents dans une partie de la population. C'est une figure qui a divisé le pays et les familles vénézuéliennes en deux, les chavistas et l'opposition. Mais en effet, il avait du charisme. Un charisme qui s'est progressivement transformé en un véritable culte de la personnalité, centré sur son image, sur sa parole. Il avait une émission de télévision qui s'appelait Allo Presidente. Cette émission était diffusée en chaîne nationale, ce qui signifiait que toutes les chaînes de télévision étaient obligées de la transmettre en même temps. On devait l'écouter parler pendant des heures et des heures. Peu à peu, son image a envahi l'espace public. Des affiches, des fresques murales, où que l'on se trouve, à un moment ou à un autre, ont croisé les yeux de Chavez. Il était également un excellent vendeur de rêves. Il te promettait être médecin en 4 ans. Comme les Don Juan, Chavez ne séduisait pas par ce qu'il faisait, mais par ce qu'il promettait. Des projets grandioses, jamais livrés. L'un des exemples les plus révélateurs est celui du fleuve El Guaire, un égout à ciel ouvert qui traverse Caracas. Chavez affirma un jour qu'on pourrait s'y baigner. El año que viene, recuerden que estoy invitándolos a todos. Daniel Ortega, te invito a que nos bañemos en el Guaire el próximo año. Il avait également un côté un tout petit peu autoritaire. Que tiene comercio privado de joyería. Expropiese. De acuerdo. Y aquel edificio allá en la esquina. También son edificios que tienen locales comerciales. Bueno, miren, me decía Jacqueline ahora, en aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiese. Bueno, presidente. En plus d'exproprier des commerces en pointant du doigt, il a aussi pris, ou plutôt volé, des terres. Le cas le plus emblématique, c'est celui de Franklin Brito, qui s'est lancé dans une grève de faim pour défendre les terres que sa famille possédait depuis plusieurs générations. Il est mort pour ses idées et ils ont pris ses terres. Il a fermé RCTV, une chaîne d'opposition, et toutes les autres radios et chaînes d'opposition ont été forcées de se plier à lui. Mais Chavez était un idole. Les gens ont développé un vrai fanatisme pour lui. Et en effet, il y a eu une présence massive des Vénézuéliens les jours de son enterrement. Je m'en souviens d'un monsieur qui s'exprimait à la télé en disant qu'il avait récemment perdu sa mère et qu'à présent, il ressentait la même douleur avec la mort de Chavez. Mais je le répète, c'est un pays complètement divisé. Et les personnes sont aussi obligées de les soutenir. On avait des amis qui travaillaient dans le secteur public et ils étaient obligés d'assister aux différentes manifestations car ils étaient contrôlés par des listes. Mais comme la vérité s'échappe toujours, elle ressort toujours, écoutez ce que ce jeune homme dit quand on lui demande pourquoi il est là à soutenir Maduro. Como joven, ¿por qué apoyas a Nicolás Maduro? ¿Él se va para dónde? ¿Y qué no te escucho? Ah, bueno, porque él te puede responder mejor. Habla, pues. ¿Por qué apoyas como joven a Nicolás Maduro? ¿Por qué apoyas como joven a Nicolás Maduro? Porque apoya a Maduro. Porque nos obligó.
J'ai en tiré des leçons de ce que j'ai vécu dans mon pays et je voudrais les partager avec vous. Voici ma première leçon. Nous avons les présidents que nous méritons. Les dirigeants sont le miroir de la société que les élit. 3 ans plus tard, en 92, un jeune lieutenant-colonel de l'armée de terre vénézuélienne, qui s'appelle Hugo Chavez, tente un coup d'État à la Don Quichotte, romantique. Mais il faut savoir qu'en 2002, Chavez a été renversé par la CIA. Les militaires ont été obligés de ramener Chavez au palais présidentiel. Je ne dirais pas qu'ils sont obligés de le ramener au pouvoir, mais en tout cas, c'est grâce à l'action d'un militaire loyal à Chavez qu'il revient en moins de 48 heures. Tu connais l'histoire de Raúl Isaías Baduel, le militaire qui a sauvé Chavez? Voyons voir. Raúl Isaías Baduel, général de l'armée vénézuélienne, au départ, Baduel est un chaviste historique, loyal et respecté. En avril 2002, lors du coup d'État contre Chavez, Chavez est arrêté, un gouvernement provisoire prend le pouvoir et c'est Raúl Baduel qui organise la contre-offensive militaire. Il refuse de reconnaître le nouveau pouvoir, il mobilise les troupes loyales à Chavez et il joue un rôle central dans le retour de Chavez au pouvoir en 48 heures. En 2004, Chavez le nomme ministre de la Défense, mais en 2007, tout bascule. Baduel s'oppose publiquement à la réforme constitutionnelle voulue par Chavez, notamment à la réélection présidentielle illimitée. Il accuse Chavez de dérives autoritaires et de trahir l'esprit démocratique. C'est une trahison impardonnable aux yeux du régime. Après sa rupture avec Chavez, Baduel est accusé de corruption, condamné à plusieurs années de prison, libéré, puis réarrêté à plusieurs reprises. Maintenu en détention dans des conditions très dures, il meurt en prison en 2021, officiellement du Covid-19, alors que sa famille et des ONG dénoncent torture, isolement. Chavez lui-même, comme tu l'as dit, avait tenté un coup d'État. Regardons ce qu'ils ont fait quand il y a eu un militaire qui a essayé un coup d'État en 2018. Oui, je sais, Chavez il était déjà mort. Mais je vais te prouver aussi dans cette vidéo qu'ils sont tous les mêmes. Depuis le début, c'est la même politique, ce sont les mêmes idées. Dénouement dans cette affaire retentissante dont je vous parlais hier au Venezuela. Oscar Pérez a bien été tué lundi. Ennemi numéro 1 de Nicolás Maduro. Il avait filmé presque en temps réel. Vous le voyez, l'opération des forces spéciales venue l'arrêter dans sa cachette. Cet ex-policier passé dans l'opposition s'était fait connaître l'année dernière en attaquant la Cour suprême à bord d'un hélicoptère. Selon le gouvernement vénézuélien, l'opération des forces spéciales au total a fait 7 morts, tous des membres du groupe d'Oscar Pérez. Ce que vous ne pouvez pas savoir parce qu'il n'y a pas l'audio original de la vidéo, c'est que Oscar Pérez dit « Nous essayons de négocier notre reddition, de nous rendre parce qu'il y a des civils ici, mais ils ne veulent rien entendre. Ils veulent nous tuer. » Et en effet, ils les ont tous tués. Voici donc ma 12e leçon. Ils n'ont pas le même code moral que toi, ni le respect des règles, ni de la pitié. Quand ils sont en position de faiblesse, en tant que victimes, ils vont faire appel aux règles, à la loi, au droit international. Mais une fois la situation inversée, ils vont aller jusqu'à te détruire sans hésiter. Nicolás Maduro. En tout cas, il meurt en 2013 et avant de mourir, il fait un discours où il dit s'il vous plaît, ceux qui m'aiment, votez pour Maduro, ce sera le continuateur de ma politique. Donc lui, il a été ministre des Affaires étrangères pendant tout le mandat, les 2 mandats, je crois, de Chavez ou pas loin, quelque chose comme ça. Ministre des Affaires étrangères et avant ça, donc c'était un ancien chauffeur de bus, donc lui aussi il venait des entrailles du peuple vénézuélien. C'était vraiment le mec duquel les Vénézuéliens pouvaient s'identifier. Je m'en souviens, après la mort de Chavez, de voir ma mère se disputer avec mon oncle, qui était chaviste. Elle lui disait « Tu ne vas pas quand même voter pour Maduro. Il était qu'un chauffeur de bus. » Mais il fallait suivre la consigne de Chavez, le commandant. Au Venezuela, ce n'était plus possible de dire des vérités. Exprimer à haute voix ce qui était logique et évident, qu'il n'avait pas les compétences pour être président, était impossible. On l'appelait Masburro au lieu de Maduro. Regardez par vous-même les niveaux.
Táchira, Bolívar, todo el país de punto a punto. Los 5 puntos cardinales. No son 5. C'était impossible de parler de ces choses avec un chaviste. C'était mal vu, perçu comme de la discrimination. Pourquoi un homme du peuple ne pourrait pas devenir président? Comme tu l'as dit, Vincent, c'était vraiment le mec duquel les Vénézuéliens pouvaient s'identifier. Rappelez-vous de la première leçon. On a le président qu'on mérite. Les dirigeants sont le miroir de la société qui les élit. Comme au Venezuela, en France aujourd'hui, on ne peut plus dire ce qui est une évidence, que ça va mal se passer quand on met ensemble deux cultures si opposées comme l'islam et le christianisme. Ce qui devrait relever du simple sens commun est aujourd'hui qualifié d'opinion raciste, voire fasciste. Voyons le bilan de ce qu'il a fait notre chauffeur de bus qui est devenu président. Où est-ce qu'il nous a conduit quelques années plus tard? Au Venezuela, le SMIC est de 4 $. C'est vraiment ça. Il vous sert qu'à acheter une boîte d'œufs. Le pays a sombré dans une hyperinflation incontrôlable. Notre monnaie, le bolivar, veut presque rien et la vie est très chère au Venezuela. Le PIB s'est effondré, la production pétrolière a chuté de plus de 80% et ils ont dilapidé près d'$1 milliard de richesses. Ils ont également fait disparaître les réserves d'or que Chavez avait fait rapatrier au Venezuela. Mais derrière, le vrai problème, ce n'était pas que la corruption, mais l'idéologie, le socialisme du siècle XXI, comme Chavez lui-même l'avait nommé. L'économiste vénézuélien Daniel Di Martino l'explique très bien. Je pense que c'est absolument une question de socialisme et pas seulement de corruption. La plupart des pays du monde sont confrontés à des problèmes de corruption endémiques. Pensez-vous que la Colombie ne soit pas corrompue, que l'Arabie saoudite ne soit pas un royaume corrompu, ou même Dubaï, Vladimir Poutine? Pourtant, pourquoi n'y a-t-il pas de millions de réfugiés fuyant ces pays? Pourquoi les gens n'y meurent-ils pas de faim dans la rue? Pourquoi n'y a-t-il pas d'hyperinflation dans aucun de ces pays? La différence entre les pays corrompus et les pays socialistes, qui sont eux aussi corrompus, souvent à un degré encore plus élevé parce que l'État y concentre davantage de pouvoir, c'est que Chavez a imprimé de la monnaie pour financer l'assistanat, a massivement étendu les aides sociales, a augmenté le nombre de fonctionnaires, ce qui a réduit le secteur privé, a nationalisé des entreprises et a imposé des contrôles de prix qui ont provoqué des pénuries. Ce sont là des principes économiques de base, dit Di Martino. Si vous imposez un plafond de prix et qu'il n'y a plus de profit possible, personne ne fait d'affaires. C'est pour ça qu'on devait faire la queue pendant des heures pour acheter de la nourriture ou des médicaments. C'est pour ça qu'on a subi des coupures d'électricité et qu'on est resté plusieurs jours sans eau dans nos propres appartements. Ça n'arrive pas dans la plupart des pays simplement corrompus. Il s'agit donc bien d'idéologie socialiste. Et oui, moi je suis arrivée en France en 2015, mais j'ai vécu au Venezuela assez longtemps sous le gouvernement de Chavez et après celui de Maduro pour vivre moi-même et ma famille tout ça. Manque d'eau, d'aliments, de médicaments, coupures électriques qui nous laissaient tout le temps dans le noir. Comme je l'ai dit, ma famille, comme toutes les familles vénézuéliennes, était divisée. Ma grand-mère et mon oncle étaient chavistes. Et l'un des fils de cet oncle est mort parce qu'il ne trouvait plus son traitement pour le diabète. Ma grand-mère, elle, avait une forte dépendance au café. Sans café le matin, elle avait de terribles migraines. Le problème, c'est qu'on ne trouvait plus de café au supermarché. Mais comme mon père, qui est d'origine portugaise, était commerçant, il arrivait à le trouver avec d'autres amis portugais commerçants. Et donc ma grand-mère avait son café. Vous croyez qu'ils ont changé d'avis sur Chavez après tout ça? Pas du tout. Ils continuaient à critiquer mon père parce que c'était les étrangers qui avaient de l'argent, des commerces, qui profitaient et exploitaient les Vénézuéliens. Ensuite, on les accusait de spéculation. Et sinon, évidemment, c'était toujours la faute des États-Unis. Mais ma mère, qui est quelqu'un de très religieuse, n'a jamais cessé d'aider ma grand-mère. Même quand je la confrontais par rapport à tout ça,
Comme elle le disait toujours, c'est quand même ma mère, je lui dois la vie. Donc elle n'a pas toujours eu à subir les conséquences de ses choix. Et voilà le résultat du socialisme du siècle XXI de Chavez. Ils ont nationalisé toutes ces entreprises en prétendant que l'État le gérera mieux et ils ont toutes fait faillite. Les gens ne comprennent pas que le Venezuela représente la plus grande crise des réfugiés de la planète. Nous sommes près de 9 millions à avoir quitté notre pays. Venezuela, une narcodictature criminelle. Le cartel des soleils, c'est une fake news qui a été inventée dans un journal espagnol qui s'appelle ABC en 2015. D'ailleurs, à la tête de ce cartel des soleils, au départ, c'était Diosdado Cabello, l'actuel ministre de l'Intérieur. Cette fake news a été reprise ponctuellement jusqu'à maintenant. Ça s'est transformé de fil en aiguille par Maduro, qui sera à la tête de ce cartel. Il n'y a pas de... Ça importe pour les Vénézuéliens. Je comprends que les Vénézuéliens aient envie de vivre en démocratie. Mais pour les États-Unis, c'est pas ça qui a... Trump, ils ont balancé ça, et puis le narcotrafic, mais c'était des trucs bidons. Des fake news, des trucs bidons. C'est comme si je te disais que j'ai vu un âne, et tu me dis que non. Là, j'ai pas les poils de l'âne dans la main pour te le démontrer, mais tout le monde sait que c'est vrai. Je vais te donner 2 preuves. L'une des mesures prises par Chavez au début des années 2000 a été de stopper la coopération avec la DEA, Drug Enforcement Administration, coopération que la plupart des pays avaient pour lutter contre le trafic de drogue en Amérique du Sud. Mais Chavez avait arrêté cette coopération avec le gouvernement américain et s'était délibéré. Pourquoi ? Parce qu'ils pensaient que c'était en réalité leur meilleure source de revenus. Ils ont détruit l'industrie pétrolière, donc il n'y avait plus de pétrole à voler. Ce qu'ils n'ont pas détruit, parce que ce n'est pas détenu par l'État, c'est l'industrie du trafic de drogue. Est-ce que tu connais le cas des narcosobrinos, les narco-neveux ? Les neveux de Cilia Flores ont été arrêtés par la DEA en Haïti avec des kilos de cocaïne. Ils ont été ramenés aux États-Unis, jugés et déclarés coupables. Ensuite, Biden les a graciés et les a renvoyés. Bon, c'était dans le cadre d'un échange des prisonniers américains. Il faut réfléchir un peu sur le moyen long terme, parce que Trump n'est pas éternel. Ce ne sera pas toujours Trump qui sera au sommet du pouvoir aux États-Unis. Probablement qu'un jour la bascule va partir du côté démocrate. Et que se passera-t-il à ce moment-là ? Peut-être même d'ailleurs que Maduro sera libéré à cette occasion-là. Peut-être, je sais pas. Ça dépend du coût-bénéfice qu'aura le président suivant à libérer potentiellement Maduro, qui est vu comme un dictateur, etc. Merci de le signaler. En effet, les démocrates, la gauche, ils aiment bien libérer toujours les criminels. On se demande pourquoi. Vu que la politique est une question de volonté, dites-vous que si ça se passe comme ça, c'est parce que c'est voulu. Donc quel est l'intérêt ? Quelle est la fin derrière d'avoir des criminels libres ? Une dictature. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le régime, il tenait pas tout seul comme ça, suspendu dans l'air. Il avait un soutien de la part des populations pauvres. Maduro était soutenu par les classes populaires, malgré tout. Même si on dit qu'il a peut-être triché, on n'en est pas sûr, c'est une hypothèse plutôt très plausible, pour l'élection de 2024, ça ne veut pas dire qu'il y avait 0 mecs qui le soutenaient, qui ont voté pour lui. Ça veut dire qu'il a probablement perdu à 47%, etc. Et le gars, il s'est accroché au pouvoir. Voire même, il a gagné, mais à 51, et il veut redorer son blason. Ce qu'ils disaient, eux, en fait, parce que j'ai demandé, du coup, mais pourquoi qu'est-ce qu'ils ont dit pour justifier le fait de ne pas donner les chiffres bureau de vote par bureau de vote ? Eux, leur truc, c'était pour pas mettre de l'huile sur le feu, parce que l'opposition allait se servir de ça pour contester les résultats, etc. Donc, je trouve... D'ailleurs, honnêtement, si vraiment ils avaient gagné l'élection, c'est maintenant qu'il faut sortir les dossiers, c'est maintenant qu'il faut dire, regardez, au monde entier, Maduro était légitime. Vincent, appelle-moi stupide. Ça va plus vite. Bon, pas toi, eux. On va répéter ce qu'ils t'ont dit. On a gagné, mais on ne va pas le démontrer pour que l'opposition ne puisse pas le contester. C'est excellent. Je vois que tu as des amis chavistes. Et c'est bien, car comme ça, tu
tu vois par toi-même la technique qu'ils utilisent depuis toujours avec nous. Insulter ton intelligence. Que des mensonges tout le temps et nous prendre pour des idiots. Tiens, je te donne un autre exemple pour qu'on rigole tellement c'est triste. On va rire pour ne pas pleurer, comme on dit chez moi. On a parlé de coupures électriques. Comme ça, d'un coup, on n'avait plus d'électricité. Plus de lumière, télé, rien. Mire, para el gobierno, estas son las responsables de que se vaya la luz en el país. Tu sais ce qu'ils nous ont dit à un moment? Que c'était la faute d'un iguane. Un iguane avait mâché les câbles électriques. Et tu peux retrouver des vidéos sur Internet où tu vois des gens d'opposition qui sortent avec des iguanes en peluche, avec des panneaux où on peut lire « Ce n'est pas moi ». Et tu dis, Vincent, si vraiment ils avaient gagné l'élection, c'est maintenant qu'il faut sortir les dossiers. Ils ne vont pas le faire. Ils ne peuvent pas le faire, parce qu'ils n'ont pas gagné les élections. Les Vénézuéliens sont prisonniers d'une narcodictature criminelle. On a déjà voté et on a déjà exprimé notre avis lors des dernières élections, où c'est l'opposition qui a gagné. Les socialistes peuvent arriver au pouvoir par les urnes, mais tu ne pourras pas les faire sortir par les urnes. Criminels. Je vous préviens, c'est une partie un peu plus délicate et sensible. On va commencer par parler des colectivos. Les colectivos sont des groupes armés ou milices proches du gouvernement. Ils ont été impliqués dans l'intimidation des opposants, la répression des manifestations, et ils sont derrière des actes violents politiques qu'ils font passer comme des actes de délinquance. En gros, c'est des civils armés qui arrivent souvent en moto, vêtus de rouge, ils tirent sur la foule, ils enlèvent d'autres, ils dissipent la protestation. Ensuite, le gouvernement, la police, ils peuvent dire « c'est pas nous, c'est des actes de délinquance ». D'ailleurs, comment obtenir des armes dans un pays où ils sont illégales? Eh bien, les armes sont illégales pour les citoyens respectueux de la loi, pas pour les membres des colectivos. Malgré tout ça, nous, l'opposition, on s'est battu. Ça fait 27 ans qu'on se bat, mais on n'est pas armés. Et on se bat face à des collectifs et à un gouvernement criminel qui n'hésite pas à utiliser la répression. Il existe également une forte répression militaire, des armes qui se retournent contre leur propre peuple. Les prisonniers politiques. Je ne connais pas le nombre exact de prisonniers politiques au Venezuela, mais je peux vous dire qu'il y en a beaucoup. Sous pression des États-Unis, le gouvernement vénézuélien a commencé à en libérer, et chaque libération révèle un peu plus l'ampleur des horreurs subies. Le but n'est pas de vous choquer ni de vous faire détourner le regard, donc je vous mets à l'écran quelques informations supplémentaires. Vous pouvez, si vous le souhaitez, faire pause et les lire ou les consulter vous-même. Parmi les prisonniers politiques, nous avons des dirigeants d'opposition qui ont été soit arrêtés, soit assassinés. Nous avons des civils qui ont été enlevés brutalement après la fraude électorale de Nicolás Maduro. Nous avons les cas des jeunes étudiants qui ont été tués lors des violentes répressions du gouvernement vénézuélien. Nous avons des prisonniers politiques qui ont subi de la torture. Vous pouvez trouver sur Internet le cas de Oscar Castañeda qui sort de prison. On peut le voir désorienté. Il ne reconnaît même pas sa fille. Nous avons le cas des prisonniers politiques qui sont disparus. Le cas de cette mère qui dit « Je sais que ma fille est ici, mais il me la nie » raconte également la souffrance de toutes les familles, elles aussi victimes de ces incarcérations arbitraires. Nous avons aussi des témoignages des gens qui parlent malgré tout après ce qu'ils ont vécu. Carlos Azuaje raconte « Si tu disais que tu étais malade, que tu avais mal à la tête ou la grippe, il sortait une batte sur laquelle était écrit « diclofenac » et te frappait 2 ou 5 fois avec. Nous sommes entre les mains des psychopathes. Ils prennent plaisir à torturer les gens. Il y a des dénonces d'abus sexuels et nous avons aussi des prisonniers politiques de nationalités étrangères, d'origine péruvienne, espagnole et même en français.
Camilo Castro, un professeur de yoga qui était en Colombie et qu'ils ont chopé, voilà, comme ça, suspecté de travailler avec la CIA. Hemos decidido que las instalaciones del helicoide, que hoy sirven como centro de detención, se conviertan en un centro social, deportivo, cultural y comercial. Après la capture de Nicolás Maduro, le gouvernement vénézuélien, sous pression des États-Unis, a annoncé la fermeture de l'hélicoïde. L'hélicoïde, c'est un centre de détention tristement célèbre pour la violence et la torture qui y sont pratiquées. Si tout ça ne suffit pas à vous convaincre qu'au Venezuela nous avons un gouvernement criminel, je vous invite à chercher ce qu'ils ont appelé l'opération Tuntum. Tuntum comme si quelqu'un frappait à ta porte. Les Vénézuéliens au Venezuela ont zéro liberté d'expression. Et malgré ça, les gens continuent à chercher des moyens pour s'exprimer. Vis-à-vis de ces sujets. Si je peux ajouter un truc, on a vu ensemble les vidéos de l'IS quand Maduro a été pris, par exemple. Ce sont des les gens sont contents en fait. Les gens. Quels gens? Oui, mais on se base là-dessus. Mais oui, mais le problème c'est que quand tu vois une vidéo comme ça, tu dis... Déjà, tu regardes est-ce que vraiment... Déjà, tout comme en plus c'est ton métier, est-ce que c'est un cadre serré ou un cadre large? Souvent, tu vois, t'as l'impression de voir des vidéos de l'IS et puis en fait tu te rends compte que c'est 15 personnes qui sont là, machin. Déjà, première, tu peux manipuler par le cadre, l'angle de vue, tout simplement. Mais aussi qui sont ceux qui manifestent? Pour le Venezuela, moi je suis allé chercher, parce que moi aussi je voulais savoir s'il y avait des manifestations massives au Venezuela en soutien à ce que venait de faire Trump. Pas du tout, jamais. C'est le contraire. Ceux qui ont manifesté leur contentement, ce sont ceux qui étaient à New York, ceux qui étaient dans les capitales européennes, etc. Eux sont sortis avec le drapeau pour dire enfin on a libéré le Venezuela. Mais en fait... Oh la pierre, la pierre. C'est comme dire que dans les pays où règne la charia, toutes les femmes sont heureuses de porter les voiles. La preuve, aucune n'ose l'enlever. Le même mécanisme fonctionne au Venezuela. Allez demander aux gens d'exprimer librement leur opinion dans la rue. Maduro n'est plus là, mais la machine répressive, elle, reste intacte. Et l'un de ses principaux dirigeants est toujours là-bas, Diosdado Cabello, numéro 2 du régime vénézuélien. Il est même visé par une enquête au Chili pour son rôle dans l'assassinat du militaire opposant Ronald Ojeda, qui avait demandé l'asile politique au Chili. Regardez-le ici, dans cette vidéo datant de quelques semaines, et vous verrez la réaction du gamin qui lui parle. Écoutez ce qu'il dit. Tú te vas ahorita para tu casa con una comisión mía, ¿oíste? ¿Por qué? No, pero ¿qué vas a hacer tú aquí? Yo te voy allá. ¿Ah? No, chico, tú eres loco. ¿Dónde sacas tú eso? ¿Tú sacas eso, vale? ¿Ah? No, para llevarte una cosa para tu casa, la comida. J'en doute pas qu'il y a encore des chavistes, mais la plupart des Vénézuéliens qui sont là-bas ne peuvent pas parler librement. Mais maintenant que nous sommes des millions en dehors du Venezuela, on va parler pour eux. On va dire et on va raconter ce qu'ils ne peuvent pas dire. Cette crise politique et économique qui affecte tant de Vénézuéliens représente également une menace pour tous les pays voisins. J'ai une petite anecdote à te raconter. Elle sert bien comme exemple. En plus, ça parle de la Colombie, notre voisin plus proche. En étant déjà ici en France, un jour, j'ai rencontré la copine d'un ami à mon mari. Elle était d'origine colombienne. On a bien discuté pendant la soirée et au bout d'un moment, elle m'a dit qu'elle était ravie de faire connaissance parce qu'au départ, elle ne voulait pas me rencontrer. Quand je lui ai demandé pourquoi, elle m'a raconté qu'en fait, en Colombie, les Vénézuéliennes, les Vénécas, comme ils nous appellent plutôt, de façon péjorative, sont mal vues parce qu'elles sont allées en Colombie voler le travail des Colombiennes dans la prostitution. Et voilà comme quoi, à partir de la crise au Venezuela, tout un tas d'activités illégales se sont répandues dans la région, dans les pays voisins. Les intérêts des États-Unis. Et donc, le prix du baril s'effondre sous Maduro. Et donc, il a du mal à continuer la politique de Chavez. Il y a une hyperinflation qui est due aussi à des erreurs internes du gouvernement. Moi, moi, je peux critiquer autant que vous voulez le gouvernement du Venezuela. J'en ai rien à taper, en fait. Moi, ce qui me préoccupe, c'est la France. Je ne comprends pas que tu critiques un fait qui est pareil pour tout le monde.
tout le monde a ses propres intérêts. C'est ma troisième leçon. Chacun défend avant tout ses propres intérêts. Je l'ai compris après des années et des années durant lesquelles personne n'a rien fait. Personne n'est venu nous voir ni nous aider. Ni la ONU, ni les instances internationales, ni les soi-disant défenseurs des droits humains. Non plus le pape, ni l'Église. Les réactions des gens après la capture de Maduro me l'ont confirmé à nouveau. Chacun défend avant tout ses propres intérêts. Ce youtubeur espagnol l'a parfaitement illustré dans une vidéo de moins d'une minute. Por favor, ayuda. Nuestro presidente está violando los derechos humanos. Uf. Oh, vaya. Ayuda, por favor, se están cargando la población y están deteniendo políticos. ¿En serio? Wow. Ya. Por favor, nos están quitando el dinero. El 90% de la población está en pobreza. Pobrecitos. Ahora están amañando elecciones. No podemos echarlo, es imposible. Ayuda, por favor. Vaya, ánimo, ¿eh? Por fin, solucionado. ¿Qué pasa? Te lo han llevado, somos libres. ¿Cómo? Eso no se puede hacer. Hay que hacer algo. Hacer un comité, un comunicado, manifestaciones. Todos a la calle, todos. No hay derecho, tienen que escuchar. Hoy vamos a hablar de Venezuela. ¿Qué opináis de lo que está pasando? Yo flipo con lo que estaba pasando. ¿Vosotros qué opináis? Dejad un like si no estáis de acuerdo y un comentario si estáis de acuerdo. Seguidme porque todos los días... Donc tout le monde a ses propres intérêts. Mais heureusement, on peut coopérer et avoir des intérêts en commun, où les deux sont gagnants. Vénézuéliens et Américains, nos intérêts se sont alignés. Les intérêts des Vénézuéliens sont évidents, nous libérer de la narcodictature criminelle, on l'a déjà fait comprendre lors des dernières élections. Tout ce que les médias officiels des États-Unis ont dit sur le Venezuela est vrai, mais si vous ne les croyez pas, demandez alors à un Vénézuélien. Quels sont les intérêts des États-Unis? Le pétrole, eux-mêmes le disent, ils sont francs. Arrêter les réseaux de la drogue et arrêter la forte immigration. Il y a aussi toute une question de sécurité nationale, parce que le gouvernement criminel du Venezuela a des liens avec l'Iran, la Chine et la Russie. Et je précise que l'opposition n'a pas livré le pays à une puissance étrangère. Les chavistes, oui. Ils ont été les premiers à livrer le pays à des puissances étrangères comme la Chine, la Russie et Cuba. Ce sont eux, en réalité, qui n'ont jamais défendu la souveraineté nationale. Ils ont donné le pays à Cuba. Où est allé Chavez se faire traiter de son cancer? À Cuba. Où est mort Chavez? À Cuba. Quelle était la nationalité des militaires tués lors de l'extraction de Maduro? 32 Cubains. Et voilà comment, une fois encore, on découvre des mensonges. Regardez ce que Maduro disait. Diciendo que en el territorio venezolano no hay militares cubanos. Tú me estás hablando de 40.000 militares. No. Falso. Te digo, no hay esa cifra de miles de militares. No las hay. Ahí pudiera haber 2 militares, 3 militares en la embajada de Cuba como agregados militares. Eso no, presidente. Así que el Departamento de Estado, Mike Pompeo, revisas tus fuentes de información que te están mintiendo. ¿Y su anillo de seguridad? Mi anillo de seguridad son estos muchachos formados en la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, no hay profesionales cubanos. Venezolanos. No hay cubanos en su primer anillo de seguridad. Mi anillo de seguridad es de venezolano. Donc, pour continuer avec le sujet des intérêts des États-Unis, je voudrais reprendre les mots de Axel Kaiser, un écrivain et analyste politique chilien. En Amérique latine, et ça inclut le Mexique, nous faisons face à un problème. De plus en plus, les cartels prennent le contrôle de la politique. Il n'est même plus nécessaire de faire une révolution. Les cartels sont en train de prendre le contrôle des régions entières du pays, avec leurs armes et tout ce qui va avec. Et aujourd'hui, ces cartels ont de nouveau des liens avec l'Hezbollah. Des politiciens travaillent pour les narcotrafiquants. Et le problème, c'est que l'Iran, la Russie et la Chine s'en moquent. Ils utilisent simplement ces cartels ou leur connexion avec eux pour servir leurs propres intérêts. C'est pour cette raison que les premiers pays à reconnaître la fraude de Maduro, en affirmant qu'il avait été élu démocratiquement, ont été la Chine, la Russie et l'Iran. Et voilà comment les Vénézuéliens qui ne ratent pas une occasion pour faire une blague ont reçu la première dame d'Iran. Eh bien oui, parce que dans notre caractère, les Vénézuéliens, c'est quelqu'un de bon vivant, de joyeux malgré tout. Je continue avec les mots de Axel Kaiser. Si c'est le Venezuela, avec tout cet argent du pétrole,
et un pétrole dont le reste du monde a besoin, qui se retrouve allié non seulement à des cartels de la drogue, des criminels d'une brutalité inimaginable pour une personne normale, mais aussi simultanément allié à l'Iran, qui est un acteur extrêmement dangereux, à la Russie, qui est pratiquement en guerre avec l'Occident, et à la Chine, qui représente la plus grande menace pour la liberté que le monde ait connue depuis l'Union soviétique, tout ça se joue en Amérique du Sud. C'est tout à fait logique et légitime pour les États-Unis d'intervenir. Une autre chose, Vincent, c'est une bonne stratégie de manipulation quand tout est toujours la faute de quelqu'un d'autre, dans l'occurrence des États-Unis, parce que comme ça, tu te dédouanes de la responsabilité. Mais en tout cas, je peux vous dire que le gouvernement de Venezuela, avec notre chauffeur président en tête, a fait des grands efforts pour combattre les méchants américains. Ils se prenaient la tête jour et nuit pour faire de nous un pays plus prospère, plus développé économiquement, technologiquement, humainement, et contre-attaquer les États-Unis. Nah, c'est une blague. Ils ont surtout su se donner une bonne vie comme vous les voyez dans la vidéo. La France. On va parler du sujet qui nous intéresse. On va être amis de toute façon, Vincent, car on est du même côté. On a les mêmes projets et envie de grandeur pour la France. Je me suis mariée ici avec un Français, j'ai 3 enfants et je suis sincèrement inquiète de revivre 2 fois le même cauchemar. Il y a quelques mois, je parlais avec un ami à mon mari sur la situation en France. Je racontais mes inquiétudes car je vois beaucoup de ressemblances entre la France aujourd'hui et ce qui nous est arrivé, nous, au Venezuela. À l'époque, lors des premières années de mandat de Chavez, les Cubains nous disaient « Attention avec Chavez, car il est allié avec Castro, et celui-là, c'est le diable. » Nous, on rigolait parce qu'on disait que ce n'était pas pareil le Venezuela et Cuba. D'abord, on n'est pas une île. Et en plus, on avait le pétrole. On ne pouvait pas devenir une 2e Cuba. Je me suis souvenu de tout ça et ça m'a fait froid dans le dos quand l'ami de mon mari avec lequel je discutais a fini par me dire « T'inquiète, ce n'est pas pareil. On a une longue histoire. On n'est pas comme le Venezuela. » Vous avez votre diable ici. Jean-Luc Mélenchon et la gauche sont en train de se servir du mécontentement des gens, du ressentiment, de la rancœur d'une bonne partie de la population. Voici ma dernière leçon. Dans les mots prophétiques de Simon Bolivar, une figure emblématique dans l'histoire du Venezuela. Un peuple ignorant est l'instrument de sa propre destruction. Je voudrais finir avec quelques mots sur ce fameux droit international. Ce sont plutôt les mots du commentateur politique Constantin Cassine. À la lumière des événements récents et de la situation avec Maduro, tu entends beaucoup de gens parler du droit international. Dans le livre de Yuval Harari, Sapiens, il explique que presque tout ce qui structure notre monde, dans lequel nous vivons et existons, est une sorte de mythe partagé que nous avons créé. Les lois, l'argent, toutes ces choses-là. Ce sont des accords entre nous pour rendre réelles des choses qui ne le sont pas vraiment. L'argent n'est pas réel. Ce bout de papier n'a aucune valeur dans ta poche, sauf que d'autres personnes se sont mises d'accord pour dire « c'est de l'argent ». Eh bien, les droits internationaux, c'était un peu ça, mais encore plus fragile. Parce que si tu réfléchis à ce qu'est une loi est quelque chose qui doit être soutenu non seulement par le consentement des personnes concernées, mais aussi, en fin de compte, par l'usage légitime de la force. Maintenant, concernant le droit international, il n'a jamais vraiment existé de mécanisme capable d'appliquer cette loi à part les pays les plus puissants du monde. Donc si la Chine envahit Taïwan, personne ne fera quoi que ce soit parce qu'il n'y a aucune autorité suprême avec une force militaire pour agir contre ça. Et donc cette fiction partagée, l'idée que nous vivions dans un monde structuré où tout se passe selon les règles, cet ordre fondé sur les règles, il est aujourd'hui en train de disparaître. Et Trump agit en reconnaissant cette réalité. Il dit que, étant donné que c'est un peu chacun pour soi maintenant, il va faire ce qui est dans l'intérêt des États-Unis.
Est-ce que ça sert les intérêts des États-Unis, par exemple, d'avoir un dirigeant ouvertement hostile d'un pays proche des États-Unis qui est si déstabilisé que 7 millions de personnes ont fui comme réfugiés? Est-ce dans notre intérêt que cette personne se rapproche de la Russie et de la Chine? Est-ce dans notre intérêt de lui permettre d'avoir des camps d'entraînement du Hezbollah sur l'île de Margarita, au Venezuela? C'est un peu un retour à la doctrine Monroe. L'idée que l'Amérique ne laisse pas les nations étrangères s'ingérer dans son arrière-cour, pour ainsi dire. Et donc ce qu'il fait maintenant, c'est « Regardez, voilà le monde dans lequel nous vivons. Je vais faire ce qui est le mieux pour mon pays. » Et moi, j'espère sincèrement que la France va commencer à faire ce qui est le mieux pour elle, car on n'a pas besoin des États-Unis pour s'autodétruire comme l'ont fait les Vénézuéliens.